Alors, donc, je suis accompagné de mon ami Jean-François, donc je te laisse te présenter, Jean-François. Oui, moi je travaille chez SPICS. Je suis responsable du centre d'expertise Microsoft chez SPICS. On est plutôt spécialisé dans les télécoms, mais aussi dans le data center et les services infogérés. Donc, au départ, le point de départ, c'est plutôt groupe RDI, qui a été racheté il y a maintenant 4 ans par SPI. Et donc, je m'occupe des activités Microsoft, surtout au niveau technique et conseil. Voilà. Évidemment, je suis MVP comme toi, Céphala. J'ai d'abord commencé par Active Directory au niveau MVP pendant 2 ou 3 ans. Et après, j'ai migré sur Hyper-V et ce qui était Cloud and Data Center. Merci Jean-François. Donc, pour moi, Oui. pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Falata Gurut. Je suis team lead Cloud Architect chez IM Service en Suisse. Donc, je m'occupe de toute la partie Azure et Cloud, notamment tout ce qui est projet, donc projet consulting et également troubleshooting chez des clients. Je suis MVP depuis 7 ans, donc je suis MVP Azure. J'ai commencé avec la partie Hyper-V à l'époque. Et puis j'ai basculé sur Azure depuis 3 ans. Maintenant, je fais que la partie Azure et M365. Je suis également auteur chez Uni, speaker. Et puis aujourd'hui, donc on va vous présenter donc le sujet intéressant qui est le Zero Trust. Donc on va commencer par, on va dire, une brève introduction sur le Zero Trust, les concepts du Zero Trust et les fondamentaux du Zero Trust, afin de bien comprendre comment on va appliquer ça. Donc ensuite, on va dire, dans une entreprise, dans une organisation, dans un système d'information. On va voir également un point important qui sont les identités et qui vont être un petit peu au centre de tous les débats, en fait, que ce soit sécurité, que ce soit accès, que ce soit remote access. On va voir que l'identité joue un rôle primordial, si je peux dire, on va dire dans cette stratégie. Et puis en troisième point, on va vous montrer comment construire une stratégie Zero Trust en fait en partant de zéro, avec pas mal de conseils et surtout en fait une roadmap qui à peu près entre 7 et 9 étapes qui vont vous dire un petit peu comment construire cette stratégie Zero Trust. Et puis Jean-François finira par une partie qui est intéressante, qui est l'hybridation FIDO2 avec un peu de magie. Je te laisse un peu faire le teasing, Jean-François, Oui, de cette oui. En partie. fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit sur Zero Trust, évidemment, c'est centré sur l'identité et le contrôle des accès. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire. Et puis, après, quand on prend du champ et qu'on s'éloigne un peu de tout ça, ben, on s'aperçoit que Microsoft est un acteur très majeur, si c'est pour ne pas dire un acteur presque incontournable au niveau de la cybersécurité des infrastructures Microsoft. Il y a tellement de services de sécurité dans l'offre Microsoft, hein, que ce serait quelque part un peu, j'allais dire, non pas idiot, mais ça serait dommage de se priver de tous les services que Microsoft met à notre disposition, notamment dans les différents licensing. Et c'est vrai que la grande tendance, c'est finalement les services Azure qui descendent dans l'environnement on-prem. Et ça, c'est la grande idée. On est un petit peu en dehors du Zero Trust dans le concept, mais le Zero Trust, il faut imaginer qu'il est dans le cloud, il est massivement dans le cloud. On a un très beau slide d'ailleurs qui en parle, où on voit les deux poids lourds que sont Microsoft et puis Google. Et cet exemple de l'hybridation FIDO2, c'est le côté magique, hein. C'est pour ça que c'est là, c'est un petit peu du teasing. C'est-à-dire qu'on active des services dans Azure et ces services vont être capables d'être disponibles pour des utilisateurs qui sont dans un réseau on-prem. Et ainsi, on va pouvoir faire de l'authentification forte, FIDO2, avec des clés de sécurité, comme si on était dans Azure, alors qu'en vérité, on est on-prem. Donc c'est vraiment ça aussi le message, c'est d'aller venir consommer des services de sécurité dans Azure pour pouvoir sécuriser son infrastructure hybride. Et justement, pourquoi, alors avant d'embriquer là-dessus, pourquoi on consomme on va dire des services dans Azure? C'est justement pour bénéficier de toute la puissance que Tout à Microsoft fait. peut vous mettre à disposition. Donc, on va commencer par la première partie, concept, principe et conjoncture Covid. Jean-François, je te laisse embarquer Oui, là-dessus. donc le modèle traditionnel, très rapidement bien sûr. Donc au départ, les réseaux étaient fermés. Bien entendu, peu de temps après, ils se sont ouverts. Ils se sont ouverts au travers des VPN. Rapidement, on peut citer les bons vieux protocoles PPTP, et puis dans la foulée L2TP, et puis bien sûr l'ajout du protocole IPsec. Donc aujourd'hui, quand même, on peut considérer qu'on a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui qui utilisent des connexions
solutions VPN. Alors, on va vous parler de VPN SSL. Bien sûr, c'est plus moderne qu'un simple VPN L2TP. Mais quoi qu'il en soit, le VPN si ancien est encore beaucoup utilisé aujourd'hui. Et on va voir plus loin que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de sécurité. Donc, évidemment, je te laisse passer au slide suivant. Donc, grosse évolution. Effectivement, hein, Jean-François, par rapport à ce que tu disais, si on revient juste au niveau des évolutions, donc avant, effectivement, on était dans un paramètre fermé, etc. Exactement. On s'est aperçu que forcément le monde y change, hein, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des interventions, on va dire, aérospatiales, etc. Ça change beaucoup. Et ça change aussi au niveau numérique, et ça va à une vitesse quasi folle. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on a une multitude d'appareils, on a une multitude finalement de cibles mouvantes qui se créent avec l'IoT, avec les téléphones portables, avec la mobilité qui est arrivée, avec le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on est capable de donner accès à des ressources d'entreprise à des gens sur leur téléphone personnel, avec du MAM, avec du MDM, etc. Et c'est là où on voit un petit peu que justement, le Zero Trust va être le fondement un petit peu pour freiner toute cette, on va dire, cet engouement vers l'évolution du monde numérique. En fait. Voilà. Alors effectivement, donc le monde numérique a beaucoup évolué. Ici, on voit en bas les applications qu'on utilise le plus souvent en ce moment. Donc bien sûr, Microsoft Teams, Zoom, tout ce qui est WebEx, Google Meet, beaucoup aussi. Hein. Je suis vraiment souvent entre Teams et Google Meet avec les clients que nous avons. Et c'est vrai que ce boom, en fait, est aujourd'hui quelque part exacerbé par la crise du Covid qui accélère tous ces changements. Alors bien sûr, c'est un constat que l'on vit tous depuis presque 7 ou 8 mois, même un peu plus. Hein. Et de nombreuses entreprises ont ouvert leurs infrastructures dans l'urgence parce que les activités de l'entreprise le nécessitaient. Il fallait bien que les gens confinés à la maison puissent, au bout de 15 jours, 3 semaines, récupérer de l'activité. Ça a été tout de suite la grande tendance, on l'a tous constaté. Et on a constaté aussi en parallèle, on va en parler bien sûr après, avec Cephala, c'est l'explosion des attaques et le risque peut-être inconsidéré que beaucoup d'entreprises ont pris. Donc c'est vraiment ça le sujet central de la session. Et effectivement, donc le monde d'avant et la réalité d'aujourd'hui, ça c'est un slide qu'on a mis à jour avec Cephala. L'idée étant de dire, bien sûr, ça fait 10 ans que c'est comme ça, les choses ont changé, mais cette fois-ci, elles changent puissance 10. Exactement. Et effectivement, voilà, la cybercriminalité explose au même titre que l'usage des utilisateurs explose. Et justement, Jean-François, par rapport à l'historique des Zero Trust, ça, comme on peut le voir, c'est pas un terme qui est sorti en 2020. Tout à fait. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose on va dire d'assez quand même, d'assez qui existe quand même depuis, voilà, et d'assez ancien finalement, qui existe quand même depuis plusieurs années. Effectivement, il y a le très sérieux et le très célèbre donc Forrester, donc cabinet qui a effectivement déposé le terme Zero Trust donc dans les années à peu près 2010. Mais on voit effectivement qu'à partir de 2014, on a eu un espèce d'engouement justement dû à l'évolution numérique à mettre en place en fait, si tu veux, une stratégie de sécurité, parce qu'avant, on faisait ce qu'on appelle de la sécurité périmétrique, on protégeait un périmètre défini, mais on s'est aperçu que ça marchait pas. Ça marchait pas parce que justement, par la multitude des appareils, par la multitude des portes d'entrée, donc les vecteurs d'attaque, en fait, tout simplement, se multiplient. Donc forcément, la protection périmétrique n'est plus possible aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et justement, c'est pour ça que Microsoft, entre autres, a pris le train avec tous les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui vers justement cette stratégie Zero Trust. Oui, alors ce slide, c'est peut-être le plus sympa. Parlant, je pense. C'est le plus parlant, tout à fait, c'est Cephala. Donc, les grands principes de Zero Trust, donc Never Trust, Always Verify, c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est de dire que ce soit au niveau de la machine, au niveau de l'utilisateur, en termes de contexte, eh bien, il faut, avant quoi que ce soit, qu'on puisse jauger, qu'on puisse scorer, on va dire, donc le computer, le device, le téléphone, la tablette, pour savoir dans quel état de santé se trouve ce device. Il faut aussi qu'on puisse être capable d'identifier l'emplacement du device et ainsi être capable de considérer un risque ambiant
qui est relatif à l'emplacement sur lequel on se trouve. Par exemple, dans un aéroport en Asie, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que dans un aéroport en France, hein. C'est juste l'histoire de poser les contextes, hein. Et puis, si on regarde aussi au niveau des données, être capable, au final, eh bien, de classifier, de labelliser les données en fonction de leur nature pour justement appliquer des règles de sécurité qui seront différentes en fonction de données qui sont plus ou moins stratégiques. Privilège minimum, donc les privilèges minimums, c'est aussi un grand concept, c'est faire en sorte qu'un utilisateur ou un administrateur, lorsqu'il est en session pour manipuler ce qu'il doit manipuler, eh bien, il puisse le faire dans de bonnes conditions et en respectant des principes de sécurité minimum. Un peu comme on le ferait avec un firewall qu'on va ouvrir au fur et à mesure, dynamiquement bien sûr, en fonction des accès qu'on demande. Donc là, ce qu'on appelle les accès just-in-time ou just-enough administration, c'est tout simplement la capacité qu'on a à dire dans Azure, mais aussi avec MIM dans un environnement on-prem, ben voilà, je fais une demande, je souhaiterais être admin pour faire tel type d'opération en ce moment dans ce contexte, eh bien, je fais une demande qui va être approuvée, et cette demande ne sera approuvée que, par exemple, le temps de mon intervention, exemple 2 heures. Et au bout des 2 heures, sans quoi que ce soit, que je me délogue ou pas, quoi qu'il en soit, je perdrai mes privilèges, et ainsi, la sécurité sera mieux gérée. Donc, ce sont deux principes, ça, JIT et JEA, qui sont vraiment très puissants. Après, les politiques, bien sûr, de risque, la protection des données, c'est ni plus ni moins qu'au sens large, eh bien, ne jamais ouvrir les accès de manière inconsidérée, excusez-moi pour le téléphone. Et aussi, le grand principe, c'est peut-être celui-là le plus important, c'est que, quoi qu'il en soit, le premier type de réaction d'un environnement Zero Trust, c'est de dire je bloque tout parce que c'est peut-être une violation. Nous ouvrirons si les conditions sont bien vérifiées. Donc le grand principe, c'est vraiment ça. On est un peu comme dans un firewall. Par défaut, on est access denied. On s'authentifie, on vérifie la santé des devices, on regarde quel type d'accès est demandé, et en fonction d'une intelligence qui est au centre, on va dire conditional access, eh bien, on ouvre les accès un peu comme on ouvrirait des vannes. Et on verra par la suite justement que ce fameux conditional access, ce n'est plus ni moins la puissance en fait et le moteur Azure Active Directory derrière qui produit. Tout à fait. Et si vous voulez, en fait, si on doit juste retenir quelque chose de très important et tu l'as dit à la fin de ton intervention, c'est vraiment finalement, si on veut juste te dire, ok, le Zero Trust, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement Never Trust, Always Verify, dans le sens où tout ce qui vient en fait en accès vers votre système d'information, vers votre environnement cloud Azure ou alors M365, en fait, vous devez le considérer comme une violation. C'est aussi simple que ça, en fait. Tous les accès, et là je parle de tous les accès sans exception, c'est-à-dire que même vous, en tant qu'admin ou en tant que global admin, bah, vous devez peut-être vérifier que si votre machine est bien protégée, est-ce que votre machine a bien antivirus, etc., etc. Alors, effectivement, c'est lourd à mettre en place. On parle, et comme je vous l'ai dit, Zero Trust, c'est pas un produit, hein, parce que j'entends beaucoup de consultants ou beaucoup d'entreprises qui recherchent des compétences Zero Trust. C'est pas un produit en tant que tel, c'est un état d'esprit et surtout, c'est une stratégie sur de la longue durée. Tout à fait, tout à fait. Alors voilà. Ouais, vas-y. Non, vas-y, tu as envie. Et justement, comme on en parlait tout à l'heure avec les grands acteurs aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut en citer quand même deux qui sont Google et Microsoft, qui aujourd'hui apportent énormément, on va dire déjà d'investissement dans la cybersécurité. Juste pour info, Microsoft investit plus d'1 milliard par an depuis maintenant 3-4 ans sur on va dire son périmètre de cybersécurité. Google également arrive avec des moteurs qui sont de plus en plus puissants justement pour la protection des passwords, pour la protection des identités, etc. Et justement, Forrester aujourd'hui, il nous dit quelque chose d'intéressant dans cette étude, c'est que le futur de la cybersécurité est dans le cloud. Vous imaginez bien, en fait, comment on peut dire, dans le sens de la phrase. C'est-à-dire que quand je parle avec beaucoup de gens, quand on dit, en général, quand on entend cloud, ah, c'est pas sécure, j'ai peur. Alors qu'en fait, en réalité, la puissance, l'économie et surtout, on va dire, la puissance de calcul et l'intelligence, elle est dans le cloud aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, dans un réseau hybridé, donc par définition en partie ouvert en termes d'accès aux données, en termes de devices qui traînent un peu partout, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans un environnement par définition très dangereux.
ou la cybercriminalité, hein, parce que l'inverse de cybersécurité, c'est bien sûr cybercriminalité. C'est un environnement où la cybercriminalité est juste incroyable. Ils disposent aujourd'hui de très très grands moyens. Ils sont capables d'injecter des millions de dollars en recherche et développement, en développement pour fabriquer toutes Bien sûr, sortes ouais. de troyens, spyware qui vont en fait attaquer les réseaux d'entreprise et se déclencher comme autant de mini-bombes à retardement à l'intérieur des infrastructures. Donc c'est absolument, il faut être conscient de ça. Le risque est vraiment grand en fait, hein. Et c'est par de l'intelligence artificielle, du big data, des algorithmes, des maths, et une puissance qu'on ne retrouve que de l'autre côté, comme tu le disais, Bien Céphala, sûr. donc côté Azure, que au final, le client va pouvoir être protégé massivement. D'ailleurs, il y a beaucoup aujourd'hui de solutions de type antivirus, hein, non Microsoft, hein, par exemple. Je pense à la solution Apex One de Trend Micro ou à d'autres, hein, qui sont des solutions qui sont en partie distribuées dans le cloud pour que on aille chercher de l'intelligence là-haut et de la puissance C'est pour ça. protéger l'environnement Mm. on-prem. Donc, le petit antivirus installé sur le PC qui se synchronise une fois par semaine, ça, on est juste mort avec ça. Non, mais Mm. il faut être convaincu de ça, surtout aujourd'hui dans un environnement ouvert. C'est ça surtout. Mm. Et justement, comme tu le disais, c'est qu'au-delà de ça, la puissance du cloud, il y a aussi quand même l'automation et surtout l'intelligence artificielle qui est de plus en plus développée par les grands acteurs comme Google ou Microsoft, pour ne citer que. Oui. Et effectivement, donc ça ramène aussi, on va dire, une espèce de puissance supplémentaire justement au traitement des attaques et justement au traitement des incidents et des alertes, etc. Alors là, tu peux mettre l'accent aussi, Céphala, sur la phrase d'accroche qu'on avait rajoutée tous les Tout à deux là. fait. Hein, désormais, les standards Internet sont et font la sécurité. Il faut être convaincu de ça. Il y a longtemps, vraiment, les technos étaient on-prem, on était dans le monde du on-prem. On va pas aller refaire l'histoire. Mais aujourd'hui, on constate quoi? On constate que les poids lourds que sont encore, on va dire, IBM, qui est un petit peu en arrière, mais c'est quand même un géant du logiciel à sa façon, d'accord? Mm. Donc si on prend IBM, si on prend Microsoft, si on prend Google, si on prend aussi d'autres acteurs comme Okta qui ont des solutions dans le cloud, même s'ils sont parfois un peu agressifs vis-à-vis De Microsoft, ouais. voilà, des solutions Microsoft. On est vraiment dans cette voie où c'est la puissance du cloud qui va venir protéger les infrastructures et offrir des services qu'on va venir consommer à la demande et qui vont suivre comment dire, à la fois les standards de l'Internet bien sûr, et à la fois une modernité et j'arrive plus à trouver le mot, et une modernité et un cycle de mise à jour toujours au top. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire que d'avoir une plateforme de sécurité SSO on-prem qui ne serait pas maintenue. Pas maintenue parce qu'on n'a pas le temps. Ou on n'a pas d'argent, par On n'a exemple. pas d'argent, donc la Mm. plateforme elle a été déployée on-prem, on l'a payée, on a même de la maintenance en support qu'on paye tous les ans au cas où il y aurait une cata, mais parce qu'on n'a pas le temps, on ne maintient pas au top la plateforme. Et tous ces protocoles ont besoin d'être maintenus, d'être patchés, et le fait d'aller consommer le service là-haut dans le cloud, eh bien ça aussi, ça nous garantit qu'on est toujours au top, j'allais dire presque tous les jours. Oui, c'est Bien tout à sûr. fait en fait. Et c'est même à la seconde ou à la milliseconde, effectivement, que Microsoft répond à plusieurs, justement, en s'adaptant à Oui, plusieurs alors ça, patterns qu'ils retrouvent, etc. ces Et, chiffres, je te laisse les énumérer, ouais, ils sont et, juste énormes. et ils sont juste énormes parce que, et c'est là où c'est intéressant, c'est que tout à l'heure vous aviez parlé, Rémi a soulevé un point important et toi aussi sur l'hyperscalabilité en fait de la solution donc Windows Virtual Desktop. Ben, finalement Mm. derrière c'est que de l'Azure. Azure c'est quoi? C'est que des data centers Microsoft et on peut le voir dans le rapport de Digital Defense de Microsoft donc de septembre 2020. Quelques stats qui sont quand même intéressantes. On peut voir par exemple que Microsoft en un mois ils ont scanné plus de 600 milliards de documents. Ah, Ils ont bloqué plus de 5 milliards de traites en fait au niveau des emails avec Defender for Office 365. Ils ont mm. analysé plus de 470 milliards de mails. Et si vous voulez, tout ça, si vous n'avez pas la puissance financière et surtout les moyens humains,
C'est impossible à faire aujourd'hui. J'aime bien aussi le nombre d'événements d'authentification sur la droite, 630 milliards d'événements d'authentification par mois. Ça montre le côté vraiment hyperscale. Hein. Ça, ce sont des statistiques mensuelles. Hein. Donc, oui, c'est mensuel. C'est juste de la folie. Et ça résume un peu Pardon. Tout à l'heure, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est que, en fait, finalement, si tu cherches la cybersécurité, cherche-la dans le cloud finalement. Et n'attends pas vraiment des solutions on-prem qui t'apportent ce genre de solutions. Alors que maintenant qu'on a, on va dire, abordé, on a posé un petit peu le cadre et le fondement du Zero Trust, on va voir un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, l'un des points importants qu'on rencontre souvent et surtout qu'on s'est aperçu que finalement ça reste toujours, en fait on peut parler de plein de sujets, on revient toujours à la même chose, c'est les identités, l'authentification et le contrôle d'accès, parce que tout part de là finalement, c'est-à-dire que quand je veux accéder à quelque chose, je vais dans un aéroport, quand je vais rentrer dans un pays, la première chose que je vais faire, c'est que je vais m'identifier auprès de la douane, tout simplement. Donc là il va me dire ok, bonjour Jean-François, votre passeport, vous allez pouvoir entrer. Et là, c'est un petit peu la même chose, mais au niveau numérique. Mais on va voir l'importance justement de l'identité autour de tout ça. Je te laisse en parler. Bien sûr. Comme vous le savez, là, on va juste faire un petit retour en arrière. Donc, c'est à la première vague du Covid, à peu près mars. On a commencé à être confiné mi-mars, je crois. Si je m'en rappelle. Et puis on s'est aperçu d'une chose, c'est que, en tout cas moi, et puis Jean-François aussi, on en a beaucoup discuté pour avoir travaillé avec plusieurs clients pour justement les aider à passer cette crise sanitaire en fait qui est comme sans précédent au niveau informatique. On s'est aperçu de beaucoup de choses et on s'est aperçu surtout que beaucoup d'entreprises n'étaient pas préparées déjà à travailler de la maison. Beaucoup d'entreprises n'avaient pas de stratégie cloud du tout et surtout, beaucoup d'entreprises n'avaient pas de stratégie sécurité, en fait, au sens large. Et on s'aperçoit qu'on a rencontré plus ou moins plusieurs cas, notamment le cas numéro 1 où effectivement, vous êtes employé, vous avez de la chance, vous avez accès en fait vous pouvez faire du télétravail. Par contre, vous n'avez pas du tout de sécurité. Donc vous êtes content, mais par contre, l'IT sera pas contente dans pas longtemps, on va dire. Et c'est ce qui est arrivé. Hein. Voilà. C'est-à-dire, tu te chopes un ransomware et après, on connaît la musique. Ensuite, vous avez le cas numéro 2 qu'on a aussi rencontré, c'est que j'ai plus accès à aucune de mes ressources. Donc, en gros, je souhaite travailler à distance, en remote depuis chez moi. Par contre, j'ai accès à aucune ressource, que ce soit cloud ou on-prem, j'ai accès à rien. Alors là, mais je peux quand même envoyer des mails. Dans cet exemple, on est sécure, mais en termes d'efficacité, productivité, on n'est pas au top. C'est ça. Et puis, tu as le cas 3, c'est la panique, parce que alors là, on ne peut vraiment rien faire. C'est-à-dire que même les emails ne sont pas accessibles depuis l'extérieur, parce qu'on n'y a jamais pensé. Donc, le cas 3, c'est-à-dire que j'ai été confiné vendredi, le lundi, je me réveille, je ne peux absolument rien faire. Voilà. Surtout, c'est la panique parce que l'entreprise a un besoin majeur de travailler. C'est-à-dire, il y a vraiment des choses à faire. Il y a des entreprises qui peuvent se permettre de rester 15 jours à la maison sans bouger, c'est pas grave. On se rattrapera plus tard. Mais il y a d'autres entreprises, 15 jours d'arrêt, 15 jours de traitement en retard, c'est juste impossible. Donc là, c'est la panique. Et globalement, le management, le côté, on va dire, business, va s'en prendre au côté IT pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Comment est-il possible qu'on n'ait aucune solution? Il nous faut quelque chose tout de suite. Et là, ils vont peut-être se dire, ah, mais mince, on aurait dû peut-être accorder un peu plus de budget à l'IT. Ça, c'est une petite réflexion qu'on pourra avoir aussi. Et tu as le cas 4 qui est quand même, on va dire, assez intéressant. C'est-à-dire que, bon, j'ai de la chance, j'ai une entreprise qui a déjà investi dans Office 365, j'ai OneDrive, j'ai Teams, etc. Et tout simplement, je souhaite m'améliorer en fait donc dans la sécurité et surtout à pouvoir donner de plus en plus de liberté à mes users tout en étant mobile, mais surtout sécurisé au niveau des identités et de la mobilité. Et on se rend compte que tous ces cas-là, le 1, le 2, le 3 et le 4, on rejoint une seule chose, c'est l'identité et les accès. En fait, tout à fait. Alors, pour complémenter ce que tu dis, Céphala, dans le cas numéro 4, où effectivement cette entreprise et cet utilisateur ont plus de chance, car ils ont déjà Office 365, on peut constater qu'avec le temps, Office 365 s'est beaucoup enrichi de services Azure AD au niveau identité, qui sont descendus de premium, on va dire, vers les bundles Office 365. Mais donc ça, c'est bien. Ce qu'a fait Microsoft, c'est cette dernière année,
il y a beaucoup de choses qui ont glissé fonctionnellement vers Office 365 sur la partie Azure AD qui est disponible avec le licensing et qui font qu'on a plein de services de sécurité intéressants à activer. Et ce qu'on constate quand même, c'est que souvent, ces services n'ont pas été activés. C'est-à-dire que ce qui primait au départ, c'était la collaboration, c'était Teams, c'était OneDrive, c'était SharePoint Online, c'était la messagerie et c'est tout. Alors, c'est déjà beaucoup, d'accord? Mais et c'est tout. Donc, l'idée, c'est, quand on dit ici le K4, j'ai plus de chance, hein, je veux dire, c'est en termes de sécurité. C'est-à-dire, il va falloir aller chez le client et lui dire, il faut qu'on fasse un check, il faut qu'on fasse un audit de votre environnement Azure Active Directory pour activer avec vous un certain nombre de fonctionnalités et peut-être même pour des VIP, augmenter le licensing, parce que ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant chez Microsoft, c'est la capacité qu'on a à venir augmenter son licensing, par exemple venir consommer des licences Azure AD Premium P2 ou passer de licence E3 à E5, on en parlera plus tard, qui pour certains utilisateurs, par exemple des VIP comme je le disais, pour faire en sorte qu'ils soient plus protégés que d'autres personnes. Ça quelque part c'est aussi, faut des fois, les clients opposent les licensing. Souvent, la vraie vérité, c'est un mélange de licensing qui fait que la solution est la plus adaptée aux clients. Oui, tout à fait. Et justement, comme on le disait aussi, par rapport, tu parlais de Azure AD. Voilà, tu parlais d'Azure AD, Premium P1, P2, etc. Juste un petit focus, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'identité était au centre de tout. Et ça, en fait, on peut tourner toutes les problématiques qu'on veut. On reviendra à la seule chose à chaque fois, ça va être l'identité. Le point d'entrée, ça va être l'identité. Et justement, Microsoft, pour le savoir, et surtout ce qu'ils mettent à disposition, comme on l'a dit tout à l'heure, avec toute la puissance de calcul qui est derrière, on peut voir qu'aujourd'hui, Microsoft Azure AD, c'est le service le plus critique en fait au niveau worldwide, au niveau de l'infra Microsoft. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, juste un 0,5% d'indisponibilité, ça pourrait impacter plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde au niveau des tenants. Et ça, c'est quand même remarquable, Jean-François. Ah oui, c'est juste la folie. Et quelque part, si on revient très en arrière, j'allais dire un certain âge, ou un âge certain, j'ai 58 ans, donc j'ai connu les premiers OS avec les premières versions d'OS 2, les premières versions de système Unix qui étaient vraiment tordues. Le jour, quand OS2 LAN Manager est arrivé, hein, avec le parallèle OS2 LAN Server chez IBM, c'était quelque chose de très important parce que on arrivait à construire des systèmes d'information avec une vraie notion d'identité. C'est le même terme qu'on emploie encore. Et quand les domaines Windows NT sont apparus avec les trusts, tout ça, ce sont des briques qu'on utilise tous les jours depuis tellement d'années, d'accord? Et quand Windows 2000 est arrivé en 2000, nous sommes maintenant en 2020, ça fait plus de 20 ans, c'est quand même dingue, d'accord? On s'aperçoit que l'identité a toujours été au centre. Bien Là, sûr. en fait, ce qui est le plus remarquable, c'est que Microsoft a fait évoluer sa stratégie pour dire si on veut faire la promotion du cloud et d'un environnement hybride, il faut que l'entreprise, il faut que le client comprenne, ou plutôt ait compris, d'accord, que il faut qu'il aille chercher du service à forte valeur ajoutée là-bas étant dans le cloud. Et si on se contente juste d'avoir une OTANT de base, permettez-moi l'expression, il n'y a aucun intérêt, je dirais, ou plutôt la boucle n'est pas bouclée en termes de sécurité pour faire le saut et commencer à consommer des services autres que les identités dans un cloud. Donc Azure AD, c'est vraiment une brique qui comme ça a l'air simple, mais comme tu le disais très bien, Céphala, c'est au cœur de toute la stratégie des accès dans Azure, et c'est vraiment le cœur de l'édifice. Et c'est pour ça que ce slide d'origine Microsoft, hein, en fait, hein, est très parlant. C'est parce que vraiment, il y a une vraie garantie d'isolation, entre les tenants, c'est la moindre des choses, il y a une vraie garantie de très haute disponibilité, même si parfois ça s'est produit, certains services ont été, voilà, ont cafouillé. Microsoft a fait des évolutions il y a peut-être un an et demi sur le MFA. Quand ils ont commencé à déployer ça sur la plaque États-Unis, il y a eu, il s'est passé des trucs, comme on dit. Ils ont vite corrigé en l'espace de quelques heures. Mais
mais le mieux est parfois, peut parfois aussi provoquer des incidents. Il faut en être convaincu aussi. Tout à fait. Et justement, tout à l'heure, on vous avait parlé donc d'identité, des cas qu'on a rencontrés. Et tous ces cas-là qu'on a rencontrés, c'était malheureusement dû à cette crise qui lui est un peu tombée en fait dessus comme ça de plein de fouet. Et on a une stat à vous partager. Donc toujours pareil, c'est tiré en fait du rapport de Digital Defense de Microsoft, donc de septembre 2020. La source est ici, vous pouvez le télécharger. D'ailleurs, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment un rapport super intéressant. Ce document est extra. Il y a 50 pages de détails sur la sécurité Covid. Enfin, dans le contexte dans lequel on est, il y a un gros travail qui a été fait par Microsoft. Et on voit par exemple que la première vague qu'on a connue, à peu près de mars jusqu'à, on va aller jusqu'à mai-juin, que, comme tu le disais tout à l'heure, les attaquants n'hésitent pas à investir de l'argent et voire des millions en fait dans le ransomware. C'est comme si c'était une entreprise. Les mecs, ils s'inventent, ils ont un R&D, justement, ils essayent de trouver les ransomware et les virus les plus intelligents pour pouvoir pénétrer en fait le plus rapidement possible donc chez les systèmes d'information. Et on peut se voir en fait qu'eux aussi, ils sont attentifs à l'actualité, ils sont attentifs aux événements qui se passent en fait d'ordre mondial, que ce soit au niveau géopolitique ou que ce soit au niveau de la santé. Là, en l'occurrence, on est sur la santé et on peut voir tous les événements en fait au niveau donc Covid qui se sont passés aux États-Unis. Pour le coup, là par exemple, on voit quand par exemple la WHO, donc l'Organisation mondiale de santé, OMS, a déclaré que c'était une pandémie, donc là c'était la panique. On voit la date où Trump avait en fait fait un travel ban de l'Europe, donc vers l'Europe et de l'Europe, et on s'aperçoit en fait en bleu que en fonction des événements qui se passent dans le monde, en fait les attaques se multipliaient avec le ransomware et justement les attaquants prenaient aussi comme on va dire comme exemple ou alors comme thème le Covid. Parce que justement, les gens ont peur. Donc forcément, on va profiter de ce Covid-là pour rentrer dans les hôpitaux, pour rentrer dans les organisations internationales et pour rentrer dans les entreprises. Ce qu'il faut comprendre, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que il y a peut-être 5 ou 6 ans, la cybercriminalité sur Internet était plutôt l'affaire de hackers plus ou moins méchants, on va dire ça comme ça. Et certains c'était plus des défis entre eux. J'ai réussi à casser l'infrastructure de la NASA. C'était le côté cool. Alors évidemment, ça pouvait faire des dégâts quand ils avaient envie de faire du mal, mais c'était pas l'objet premier. Là, aujourd'hui, la cybercriminalité, elle a vraiment changé. Depuis peut-être 2 ou 3 ans, ça suit vraiment les activités politiques. Et si on surveille les flots au niveau des attaques, au niveau de la planisphère, j'ai envie de dire sur Terre, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on a des incidents diplomatiques, les attaques sont dirigées vraiment entre les incidents et les différents acteurs. C'est complètement hallucinant. Vous allez avoir des attaques qui vont partir en ce moment pour les élections, par exemple. Voilà, pour les élections à destination des États-Unis. Vous allez avoir des attaques qui vont partir de Turquie, parce qu'en ce moment, il y a des problèmes dramatiques avec la Turquie. Donc en fait, il y a vraiment des groupes d'influence qui se créent, et les grands acteurs ici qu'on a mis sur ce slide vous permettent de voir à quel point c'est facile, ça a été facile de détecter qu'il y avait une espèce de vague coronavirus et que les attaques suivaient vraiment toutes les communications de messagerie au niveau du Covid pour profiter de ça et pénétrer par la messagerie comme toujours, puisque 9 fois sur 10, c'est pas la messagerie que les réseaux, les infrastructures se font pénétrer, que ça se passe. Donc voilà. Et justement, je te laisse embriquer sur ce slide, Jean-François, qui est aussi important là, en termes de chiffres. Voilà. Et alors là, ce qui est sympa, c'est de voir que apparaissent 2 titans. C'est ce qui ressort globalement de ces 6 derniers mois. Tant Google que Microsoft ont pris, j'allais dire, les choses en main. Alors, évidemment, vous comprenez bien qu'il
ils ne le font pas par philanthropie uniquement, hein, même si bon, il y a un certain nombre d'actions positives chez nos amis de Microsoft. Hein, et enfin voilà. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, hein, s'ils veulent, ces deux poids lourds, garantir que les infrastructures publiques, hein, les clouds hybrides, continuent d'avoir en fait le vent en poupe et soit des alternatives d'infrastructures, il faut garantir que ces réseaux sont sécurisés et que eux, ils vont prendre aussi les choses en main pour faire en sorte que les clients soient rassurés. Donc on peut voir que Google a fait un gros travail au niveau de l'analyse des emails qui transitent par sa plateforme Gmail, en bloquant 18 millions d'emails dangereux bloqués par jour. Donc ça fait des volumes qui sont aussi... donc c'est vraiment des traitements très spécifiques qui ont été faits, hein, pour détecter ce type de scam. Et puis Microsoft, hein, a carrément, au travers de sa cellule cybercriminalité, fait des actions dans de multiples pays pour directement, avec les autorités légales de ces pays, faire tomber les serveurs qui lancent les attaques. Donc là, on n'est plus uniquement... on est dans un mode de type contre-attaque, c'est-à-dire que au-delà de la solution antivirus ou de la solution de protection cloud qui protège les systèmes ou les infrastructures au sens large, là, on s'aperçoit que un acteur comme Microsoft engage des actions de réponse face à des auteurs d'attaques. Donc ça, c'est avec l'accord des gouvernements impliqués. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau cette année et ça montre que le monde change. Le monde ne change pas uniquement au sens philosophique, on reste à la maison, on travaille à distance. Il y a aussi une agressivité ambiante qui est juste qui existe pour de vrai. Et il suffit de regarder les statistiques des spécialistes en cybersécurité pour dire on est sur des rapports de 4 à 5, c'est-à-dire que ont été multipliés par 4 ou 5 les attaques vers les entreprises de toute taille, que ce soit une petite mairie, une petite société ou un grand groupe, les attaques ont lieu et les boudrons tombent. Et d'ailleurs, là, récemment, il y a 2 semaines, il y a eu je ne vais pas les citer, mais il y a eu une grosse SS2I française qui a été, prise par un ESN, et puis voilà. Une grosse société aussi à Marseille, pour ceux qui la connaissent, qui a été aussi victime d'un ransomware. Et justement, comme tu le disais, c'est aussi on va dire la complexité et le changement. Bah forcément, qui dit changement dit aussi que les attaquants arrivent avec des nouveaux en fait ransomware, avec des ransomware beaucoup plus sophistiqués qu'avant, avec des ransomware qui sont très intelligents, qui vont pouvoir en fait tout simplement rentrer sur une machine, se donner les droits local admin de la machine, désactiver l'antivirus, ensuite faire ce qu'on appelle du credential, on va dire, en fait faire du mouvement latéral derrière pour justement en fait faire une attaque pass of the hash, pass of the ticket, faire des requêtes WMI, tout ça de manière en fait intelligente. Et surtout ce qu'on a remarqué aussi, ce qui est encore plus on va dire flippant, si je peux dire, c'est que ces programmes-là font des attaques, on va dire en fait de manière séquentielle. Avant, on avait des ransomware qui lançaient tout d'un coup, donc on pouvait vite les bloquer. Aujourd'hui, on a en fait des ransomware qui, voilà, ils vont lancer une attaque et puis ils vont attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et ils vont relancer une deuxième commande. Ils vont changer des GPO, ils vont faire un peu de shadow IT, etc. Et effectivement, et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Pour les antivirus, pour les produits, si tu veux, à appréhender. Et on va le voir qu'avec Microsoft, avec les outils Microsoft et surtout avec le SecOps qui est proposé dans Defender, donc dans Microsoft Defender, hein, qui lui justement va avoir une visibilité globale sur les attaques entre les différents produits et entre les différents vecteurs d'attaque en fait. Et comme on peut le voir ici avec les différents vecteurs d'attaque qu'on peut voir ici. Si je peux complémenter, Céphala, ce qui est super sur ce slide, qui vient de la même étude, en fait, de cette étude Microsoft qui date du mois de septembre, c'est qu'en fait, il y a des choses qui ressortent de ce slide. Par exemple, les attaques sur RDP, tout le monde sait que c'est possible, et juste pour rire, tout le monde administre son infrastructure on-prem en RDP. Voilà. Et ça pose de problème à personne. Mais si je vous dis que avec Windows 10 Entreprise et avec Credential Guard, eh bien, on a en plus une protection sur le protocole RDP qui fait qu'on ne peut plus faire d'attaque sur le protocole RDP parce qu'elles sont protégées par le ring -1 du processeur.
ça répond à la question, non, mais ça sert à rien, Windows 10 Entreprise. Moi, j'ai Windows 10 Pro. Pourquoi j'irai consommer des licences Windows 10 Entreprise qui, comme par hasard, sont dans le licensing M365, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle de sécurité de bout en bout, au départ, la sécurité de bout en bout, c'était end-to-end security, c'était vraiment, ça avait un sens, comme tu le disais tout à l'heure, Céphala, un sens périmètre. Je traverse 3 firewalls, 2 VPN, j'ai une sécurité de bout en bout, c'est cool, d'accord? Mais aujourd'hui, la sécurité de bout en bout, elle est plutôt multicouche de bout en bout, c'est-à-dire on a le modèle OSI qu'on connaît tous et on peut se faire attaquer à chaque couche du modèle. Et c'est là où il faut être conscient que il faut quand même avoir un esprit zéro trust, on va dire, pour se dire, je peux être attaqué au niveau 7, au niveau 6, au niveau 5, au niveau 4, au niveau 3, au niveau 2, au niveau 1. Je peux être attaqué sur le protocole, je peux être attaqué sur le stockage de la data, je peux être attaqué sur tellement de choses. Et ce schéma, celui qu'on avait juste avant, mais on ne va pas le remettre, hein, vous pourrez y accéder au travers de la présentation et des liens. Ce schéma, il est juste super parce qu'il fait la relation avec des choses qu'on connaît. Donc, merci de l'avoir remis, Céphala. Donc, le protocole RDP, les secrets LSA, je dis le WMI, on sait il se passe beaucoup de choses dans WMI, les outils tels que PSExec, tous les objets d'administration de la vie de tous les jours que nous utilisons, les comptes de service, les comptes à privilèges, les GPO, le Shadow IT, c'est juste la folie, les tasks schedulées qui traînent sur des serveurs qu'on sait même plus ce qu'elles font avec des comptes système. Et Mimkaz aussi, hein, le logiciel qui te permet en fait de faire du pass of the hash, c'est-à-dire que parce que le protocole NTLM il est tel qu'il est, c'est qu'il fonctionne avec un système de hash et effectivement tu vas pouvoir faire de l'usurpation d'identité, tu vas prendre le hash de Jean-François qui lui justement il domaine admin et donc je vais me connecter avec les credentials de Jean-François sans avoir son password parce que Jean-François s'est connecté sur une workstation avec son compte domaine admin. Et ça c'est aujourd'hui une hérésie. Et tout ça, ça traîne. Voilà. Et pour finir sur ce slide, c'est en fait juste des attaques qui ont été mappées avec le Mitre Attack en fait, hein, donc directement que Microsoft a construit. Donc vous pourrez le consulter aussi dans le rapport qui est super intéressant. J'ai vu passer un article là il y a quelques jours où Microsoft est classé numéro 1 au niveau du respect Mitre, d'accord? Oui, tout à fait, avec Defender. Avec Defender. Donc on vient, c'est exactement dans ce que tu disais, c'est pas là. Et justement, en parlant de Zero Trust, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, penser Zero Trust, vraiment penser Zero Trust, des 7 couches du modèle OSI, on peut le voir que l'intelligence derrière, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que la première brique pour construire cette stratégie, ça va être votre Azure AD, ça va être votre brique centrale, et ça va être votre élément essentiel, en fait, tout simplement pour vous protéger. Et donc là, justement, pour la protection… Je vais juste te couper, je te demande pardon par avance, hein. C'est juste parce que je viens d'avoir une idée et j'avais jamais pensé à le dire. Vous savez, quand on parle de la protection des accès, souvent, historiquement, c'est la protection des ressources. On est d'accord tous. C'est-à-dire que quand on crée une ressource, on se dit, c'est quoi les droits par défaut de la ressource? D'accord? Typiquement, Windows NT, il est construit comme ça. Tous les objets sont sécurisés. D'accord? C'est le modèle Windows NT basé sur la sécurité C2. Un objet ne peut pas être pas sécurisé. Vous voyez que dans ce slide ici, sur la partie gauche, il n'y a pas de ressources. On s'en fiche des ressources. On n'est pas là pour partir des ressources. Les ressources, c'est à la fin qu'on va en parler. La question, c'est qui êtes-vous? Êtes-vous dans un environnement risqué? Où travaillez-vous? Votre device est dans quel environnement? Et à partir de là, on va avoir un scoring. Nous verrons plus tard si vous avez accès à des ressources. Accès aux ressources ou pas, tout à fait, exactement. Alors que dans un système d'exploitation traditionnel, c'est j'existe, donc je suis, et j'accède à une ressource. Et maintenant, il est du ressort de la ressource de dire quelles sont les permissions, quels sont les ACL, quels sont les privilèges système. C'est un peu le modèle inversé qui est… C'est un modèle qui est complètement inversé. Et cette présentation, je ne l'avais jamais dite en français, c'est pour ça que je t'ai coupé, je m'en excuse, Céphala. Mais tu vois, c'est parce que l'animation montre bien que dans le modèle Zero Trust, la première étape, c'est ce côté user, ce côté machine et un policy engine, d'accord? Un security policy engine. Je te laisse continuer. Et c'est pour ça, et c'est ce que et en fait, ça rejoint à ce qu'on disait au début, c'est que
toute cette stratégie, en fait, derrière, c'est les accès. Et les accès, c'est quoi? C'est tout simplement l'identité. C'est qu'on va construire la sécurité autour, en fait, pour moi, en fait, le maillon faible d'un système d'information, pardon, c'est l'utilisateur, donc à savoir son identité. Donc qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur du réseau, il doit être traité tel quel. Et justement, avec la stratégie donc Azure Active Directory, on va passer sur l'autre slide qui est beaucoup plus parlant, c'est que justement, on va contrôler, comme tu le disais, plutôt que de faire l'inverse par rapport aux anciens systèmes de sécurité périmétriques, etc., c'est qu'on va d'abord avoir en fait un signal. Donc tiens, il y a un signal, donc il y a un user qui veut se connecter. Avant de lui donner accès, on va réfléchir à plusieurs choses. On va lui demander, est-ce que donc tu viens d'un réseau sécurisé ou pas? Est-ce que je connais ce réseau? Est-ce que je te connais toi en tant qu'identité? Est-ce que tu t'es authentifié avec le jeton de facteur d'authentification additionnel que je t'ai mis en place, donc via le MFA avec Azure MFA? Est-ce que ton PC est compliant à ma stratégie de sécurité? Est-ce que ton PC est uniquement du BIOD, c'est-à-dire que c'est un PC qui n'est pas managé par l'entreprise, mais auquel cas je vais pouvoir peut-être te donner des accès, mais de manière, on va dire limitée. Et donc, une fois qu'on a toute cette machinerie-là qui va s'exécuter avec le conditional access, avec la partie aussi machine learning qui est derrière, si vous avez de l'Azure AD P2, vous allez pouvoir, par exemple, définir si la machine est un ransomware, si la machine elle est propre au niveau sécurité, etc. Soit on va donner l'accès directement donc aux applications et au système d'information, ou soit alors on va donner l'accès mais avec, on va dire, des restrictions. On va par exemple prendre un cas typique, c'est je te donne l'accès à mon SharePoint, par contre tu n'as pas le droit de télécharger les fichiers. Tu pourras faire que de la visualisation. Je te donne le droit par exemple d'accéder à ton Exchange Online via le web, donc le EWA. Par contre, tu ne pourras pas télécharger tes pièces jointes et tu ne pourras pas faire de copier-coller dans les emails. D'accord? Donc, c'est toutes ces choses-là en fait qui vont un petit peu fonctionner. Et puis, il y a aussi la partie données qui est très importante avec l'identité. Mais en fait, ça marche pareil. Pourquoi? Parce que avec AIP, donc Azure Information Protection, quand tu vas activer AIP, c'est que tu vas donner accès à un document. Donc, l'utilisateur va pouvoir le déchiffrer parce qu'il fait partie de la policy de la règle. Mais si demain, il part de mon entreprise parce qu'il a été licencié ou alors parce qu'il a quitté le job, je vais pouvoir lui révoquer les accès uniquement en jouant sur l'identité. Elle est là, la force de Microsoft. C'est qu'on joue uniquement sur l'identité. Alors, et après aussi, ce qui est bien sur ce slide, c'est les différents composants technologiques qui, bien sûr, sont en relation avec du licensing. Mais on voit par exemple Cloud App Security, qui est le CASB de Microsoft, qui permet donc de vraiment lutter contre tout ce qui est Shadow IT. On voit la petite flèche qui s'en va sur AWS, Google, bien sûr, Salesforce, etc. On voit aussi la capacité d'Azure AD à offrir dans le licensing, donc la partie entre guillemets reverse proxy d'application. L'idée étant, vous voyez, c'est marqué entre parenthèses Secure VPN Replacement. Donc l'idée est de, si c'est possible, remplacer donc les VPN utilisés par les utilisateurs par des proxys intelligents qui passent dans la mécanique en fait conditional access proposée par Azure Active Directory. Et encore, ce qu'on constate, hein, c'est ça qui est super, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est la partie cloud SaaS Azure qui vient renforcer globalement l'infrastructure parce que avec Azure App Proxy, ce qui est sympa, c'est qu'on peut accéder aux applications qui sont on-prem et là la boucle est bouclée. Donc petit à petit, voilà. Et d'ailleurs, pour finir sur ce slide avec justement donc, Azure AD Application Proxy, c'est que finalement, et si on abandonnait la DMZ, parce qu'on peut se poser la question, parce qu'en fait, avec Azure Application Proxy, on va pouvoir exposer des services, des applications et des services web, par exemple, sur Internet, sans besoin de les exposer au niveau firewall, d'ouverture de firewall, de les mettre en DMZ, etc. Parce que ça fonctionne avec un système de proxy, et on va pouvoir donc bénéficier de la partie Azure AD, MFA et tout ça pour pouvoir donc accéder de manière sécurisée à nos solutions on-prem. Et donc, après qu'on ait vu le Zero Trust, les fondamentaux de Zero Trust et donc, on va dire la partie Azure AD identité, on rentre en fait donc dans la troisième partie qui est comment déployer sa stratégie Zero Trust avec Microsoft et surtout avec les outils qui sont mis à disposition par Microsoft. Les gars, il vous reste 5 minutes. Hein. Ouais.
On va se dépêcher. Tu peux nous donner 10 minutes, Jean-François? Après, le problème, c'est que la bière, elle va réchauffer, quoi. Donc on va faire vite. Donc juste pour vous dire, lors des Ignite, donc des derniers Ignite, Microsoft a annoncé, a reformulé un petit peu son offre. Avant, ça s'appelait Microsoft Threat Protection. Maintenant, ça s'appelle plus comme ça s'appelle Microsoft Defender. Et en fait, c'est une offre qui est basée sur ce qu'on appelle le XDR, Extended Detection and Response. C'est vraiment des outils en fait qui vont on va dire pas se marcher dessus, mais qui vont en fait s'intercoller pour pouvoir proposer une sécurité de bout en bout sur toutes les vecteurs que vous voyez là, identité, endpoint, mail, etc. Et justement, pour l'approche XDR, justement, avec les nouveaux outils, donc on a représenté la timeline, donc on va dire d'une attaque, de ce qu'on pourrait avoir comme une attaque dans un système d'information, avec tous les produits qui sont mis en lumière. Donc pour la partie phishing, et comme on le sait, 9 attaques sur 10 se font via du phishing. Donc on a le MS Defender for Office 365 qui va lui protéger vos emails, protéger vos pièces jointes, etc. Vous avez bien entendu l'antivirus au niveau de la machine, donc Windows 10 et iOS aussi, parce que aujourd'hui Microsoft Defender for Endpoint est aussi capable d'être déployé sur iOS. Et sur Linux aussi. Et sur Linux aussi, effectivement. Oui. Vous avez la partie identité, donc MS Defender, donc for Identity, c'est l'ancien Azure ATP qui va lui tout simplement protéger l'identité. Vous avez l'identité cloud avec Identity Protection, et vous avez la partie Cloud App Security qui va gérer le tout comme un espèce de contrôleur aérien, en fait, si vous voulez, qui va contrôler un petit peu l'aéroport et voir qui sort, qui exfiltre des données, etc. En termes de périmètre, je vais te laisser commenter, Jean-François. Oui, donc en fait, on revoit ici les 3 briques de la solution Microsoft 365 Defender, en fait. Et ce slide, il est sympa parce qu'il y a cette notion un peu de poupée russe où on va voir d'un côté donc, le device, avec la partie donc, Defender for Endpoint. On va voir l'identité qui est au centre, encore une fois. Alors tout ça, c'est virtualisé sur le schéma en quelque sorte, mais on voit bien que l'identité est au centre et qu'il faut la protéger. Et puis, comme le disait très bien Céphala, donc la partie Defender pour Office 365, anciennement 365 ATP, qui là a vraiment est très importante en fait au premier chef, puisque c'est la première étape. L'utilisateur, il passe sa vie dans la messagerie, il passe sa vie à ouvrir des pièces jointes, et il est clair que cette fonctionnalité, elle est juste indispensable, que ce soit avec Microsoft ou avec des produits compagnons qui font le même type de service. La notion de bac à sable, où les pièces jointes s'ouvrent dans des environnements isolés, etc., et peuvent exploser tranquillement, si vous me permettez l'expression, sans détruire toute la planète, c'est quand même fondamental. Et justement, pour aller dans le vif du sujet, donc comment faire? Parce que là, on parle beaucoup de concepts et de produits, etc. Comment faire? On a un modèle qui est basé sur 9 étapes. En fonction de ces étapes, en fait, vous avez les produits, la liste des produits et la liste des licences qu'il faut. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie identité, et puis on va partir de l'étape 1, 2, 3 jusqu'à la partie 4, avec en fait toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir avoir, on va dire, un semblant de zéro trust dans votre entreprise. Finalement, on s'aperçoit que l'offre Microsoft, elle est extrêmement bien complimentée. Souvent, on dit qu'elle est compliquée, qu'on n'y comprend rien. C'est juste parce que en fait, c'est assez facile. Dès qu'on la classe bien, c'est finalement assez facile. Donc, effectivement, les identités, la surface d'attaque, la protection, le logging, etc. Voilà. Donc, en partie 1, en fait, l'étape 1, tout simplement, c'est celle-ci, c'est le renforcement des credentials et des identités. Vous imaginez bien qu'on va commencer par là. Donc, vous avez le Microsoft Secure Score. Essayez d'accélérer un petit peu. Vous avez le Microsoft Secure Score. Donc, oui, bien sûr. Ouais. Qui, là aussi, pour vous aider donc, à voir quel est votre, on va dire, votre scoring, et surtout quel est votre, votre état des lieux en termes d'identité, en termes de MFA, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Ça donne plein d'idées à faire, c'est intéressant. C'est juste super, parce que le Secure Score, à la limite, si on fait tout ce qui est demandé, il y en a pour 3 ans de boulot. Il y en a pour 3 ans de boulot. Et si on arrive à faire les 3 quarts, là, on est déjà bien. Ensuite, on est toujours dans l'étape 1, Azure MFA. Alors, avant, effectivement, on mettait le MFA que pour les admins. Là, on arrête tout et il faut mettre le MFA pour tous les users, sans exception. Voilà, c'est comme ça. C'est le Zero Trust, donc MFA, tous les users, et avec une préférence de le déployer via le conditional access. Donc pour ça, il vous faut de l'Azure AD P1.
Donc ensuite, la protection de password. Donc on va aussi pouvoir déporter sa stratégie de password, non plus en la laissant dans l'Active Directory, mais en la mettant dans Azure AD avec ce qu'on appelle le Password Smart Lookout et la stratégie de password qui va vous permettre de protéger votre password de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus granulaire qu'un Active Directory standard. D'accord? Tout à fait. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça montre aussi le côté hybride, c'est-à-dire que il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de conflit entre l'environnement on-prem et l'environnement cloud chez Microsoft. La solution, c'est une solution hybride. Et le principe, au sens large, c'est vraiment que les services de luxe, ils sont dans Azure et ils descendent, ils s'hybrident sur l'infrastructure on-prem. Et s'il y a un message à faire passer qui est un peu important pour tous, c'est qu'il ne faut pas laisser vieillir les infrastructures on-prem parce que sous prétexte qu'on irait dans Azure, ça fonctionne comme un tout. Donc, il nous faut des machines qui soient au top au niveau système si c'est possible, des contrôleurs de domaine assez modernes si c'est possible. Et puis après, dans l'Azure, on sait que ça bouge tout le temps, d'accord ? Et c'est ça qui fait qu'on a une solution homogène et sécure. Donc ensuite, brise-glace account, ça c'est quelque chose de très important pour pas vous perdre la main sur votre tenant si le jour le MFA marche plus. Donc, il y a beaucoup de clients qui l'oublient. Exactement. Donc c'est vraiment pour s'en sortir en cas de cata, ce sont des comptes de sécurité. Donc en 2 mots, compte Cloud Only, surtout pas un compte synchronisé. De 2, le mot de passe doit never expire. Et de 3, il faut les auditer. Donc vous les auditez soit avec Cloud App Security, comme je vous viens de le montrer à droite, soit alors avec Azure Sentinel. Là, vous créez, en fait, voilà, moi j'ai fait 2 règles avec du signe, du success et fail. Comme ça, je vais voir s'il y a des gens qui essayent de se connecter pas. Et puis du coup, ça me remonte des alertes directement au niveau de mon Azure Sentinel. Ensuite, l'étape 2, c'est la réduction de surface d'attaque. Et on va faire ça essentiellement avec le conditional access. Juste pour vous dire le conditional access, donc là, je vous ai mis 14 policies, on va dire, qu'on a réfléchi avec Jean-François. C'est vraiment des policies de best practice qui sont basées sur 3 périmètres essentiels, c'est l'authentification, le device management et la sécurité. Et donc là, je vous laisse un petit peu lire ça à tête reposée et les appliquer. N'hésitez pas, bien sûr, avant d'y aller en prod, d'appliquer le what if, d'appliquer le mode only pour pouvoir en fait ne toucher, ne pas perturber la prod, et aussi avoir ce qu'on appelle ce test de scénario que j'ai ici. Donc j'ai un tableau avec la policy, le scénario, le résultat attendu, le what if s'il a marché ou pas, et puis le test réel et un commentaire si jamais je dois apporter un commentaire pour mes équipes. Alors, ce qu'on peut voir là sur ces slides qui sont pas mal, c'est que ça ressemble un petit peu, si vous voulez, à des règles de firewall. Et comme tu disais tout à l'heure, la protection, elle est plus périmétrique, elle est ailleurs, d'accord, en l'occurrence dans le cloud, autour de l'identité. Ça ressemble vraiment à ça, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de règles qui correspondent à des usages finalement et des prises de décision, un peu comme on le ferait avec un firewall, et on va traverser les règles et au final, on aura accès ou on n'aura pas accès, ou on aura accès sous certaines conditions. En fait l'infra évolue. C'est ça. Et justement, par rapport à ça, le conditional access qu'on vous a mis là, en fait, tout ça là, en fait, ça va représenter un petit peu ce schéma qui va dire, OK, je suis en mode Zero Trust, donc je donne l'accès aux gens que je connais, je donne l'accès aux appareils que je connais ou pas. Donc là, on peut mettre en place l'Azure AD P1 ou P2 par rapport à ça. Attention quand même, une petite remarque, les security default dans Azure AD, donc si vous les activez, ça vous active automatiquement des conditional access, notamment le MFA et notamment le blocage des legacy authentication. Attention à ne pas les activer pour être vraiment granulaire et pour maîtriser vous-même vos conditional access. Donc, pareil, tout à l'heure, on en a parlé, activer le PIM. Donc, on ne va pas en parler, mais vous savez ce que c'est. Le PIM, c'est le Just-in-Time Access pour les rôles, etc. Donc, n'hésitez pas à l'appliquer. Ensuite, on va rentrer dans la partie 3, où on va protéger l'identité avec Identity Protection, qui est dans Azure AD, qui va nous dire en fonction du signing risk ou du user risk policy, en fait, il va tout simplement activer des policies, il va désactiver les users, il va lui réciter son password, etc. Alors ça, c'est vraiment de l'intelligence artificielle, du big data chez Microsoft, et ça nécessite du licensing P2. Donc à utiliser pour des VIP, bien sûr, à utiliser pour des admins qui ont besoin du plus haut niveau de protection.
Ensuite, protéger les identités, comme je vous l'ai dit, avec Microsoft Defender for Identity. Donc, c'est une solution qui va protéger votre Active Directory et qui va sniffer tout le trafic Kerberos, les authentifications, etc., afin donc de protéger les identités contre le pass of the hash, pass of the ticket, les DC shadow, etc., etc. Ensuite, donc ça, si vous voulez, c'est les attaques qui sont on va dire, reconnues en fait par Defender for Identity, hein, comme vous pouvez le voir, le mouvement latéral, la reconnaissance, etc. Et ensuite, en dernière étape, c'est le logging, ça c'est super important, la vision SecOps. C'est que ce qui est important, c'est qu'il va falloir corréler tous les incidents que vous allez recevoir. Et pour ça, si vous avez un portail E5, donc M365 E5, vous avez le portail M365 Security Center qui va, lui, si vous voulez, vous servir d'une console unifiée et il va avoir toutes les alertes de toutes les attaques, de tous les autres produits dans une seule, on va dire, fenêtre, afin justement de vous permettre de faire du hunting, donc de partir à la chasse en fonction des incidents que vous avez reçus. Et ça, c'est super important, justement pour, en fait, pour trouver les failles que vous auriez ou pour trouver des brèches de sécurité et pour traiter les incidents et les alertes que vous allez avoir. Ok. Je te laisse finir, Jean-François. Oui, merci Céphala. On a Donc 3 là, minutes. en fait, voilà, en 3 minutes, mais on ne va pas dépasser les 3 minutes. Donc en fait, hybridation FIDO2. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est faire en sorte que, effectivement, sur le poste de travail ou sur le device qu'on va utiliser, on puisse profiter de l'authentification la plus forte vis-à-vis de l'infrastructure. Donc, je t'en prie. Donc, je peux faire bouger moi les slides aussi. Je m'excuse. Je ne sais pas si j'ai le droit. Si. Non, je n'ai pas accès. Si. Mais c'est pas D'accord, grave, ok, super, ok, parfait. Donc ici au niveau protection de l'identité, donc juste un petit rappel au niveau historique sur FIDO2. Donc au départ, c'est un vrai travail d'origine, les créateurs de FIDO. Donc au niveau de nos amis de Yubico. Donc Yubico, ils sont globalement numéro 1 au niveau de la fabrication des clés électroniques d'authentification. Et c'est vraiment avec un partenariat avec Google qu'ils ont carrément explosé, puisque la première commande de Google s'est soldée en plusieurs centaines de milliers de clés. Donc, c'est-à-dire que sur ces clés électroniques qui sont composées d'une puce Infineon, un peu comme une carte à puce d'ailleurs, sauf que c'est pas une carte à puce, mais qu'elle l'est aussi parce qu'elle est compatible carte à puce. C'est d'abord une clé électronique. En fait, on a d'abord eu le support de U2F, donc vraiment une authentification à double facteur basée sur ce composant électronique et les algorithmes qui sont embarqués à l'intérieur. Et puis, suite au succès de cette techno, Microsoft s'est rapproché du consortium FIDO pour dire à que coucou, nous, on aimerait bien apporter notre pierre à l'édifice pour faire en sorte que ça soit vraiment un système d'authentification disponible dans le cloud et pas uniquement avec certaines solutions. Donc, effectivement, le protocole FIDO2 et l'authentification par clé électronique compatible FIDO2, que ce soit une Yubico ou un autre type de clé, eh bien, permet d'atteindre un haut niveau de sécurité au niveau du MFA lorsqu'on s'authentifie dans l'environnement Azure Active Directory. On va voir que, encore une fois, ce qui va être super, c'est le fait que c'est la puissance du cloud qui va venir enrichir la plateforme on-prem pour faire en sorte que, justement, eh bien, on puisse profiter de l'utilisation de ces clés sur des PC Windows 10 qui sont intégrés dans l'entreprise en mode hybride Azure AD Join. Donc, ça veut dire que la machine, elle est à la fois membre d'Azure AD, à la fois membre d'Active Directory on-prem, et que si tout est configuré comme il faut, eh bien alors, on va pouvoir utiliser sa clé et s'authentifier sur son PC en authentification de type MFA, donc multifacteur, avec cette clé, donc qu'on soit connecté on-prem ou qu'on soit connecté dans Azure. Et l'histoire de juste un peu de magie, ça c'était quand on avait, je dirais, peaufiné notre présentation avec Céphala. C'est juste toute la puissance de Microsoft à activer ou à désactiver des fonctionnalités un peu par magie. Donc en fait, il suffit dans son tenant Azure de s'authentifier, d'activer la commande, d'utiliser la commande set Azure AD Kerberos Server, ce qui est juste hallucinant rien qu'en la lisant, pour dire ben voilà,
j'active cette fonctionnalité dans mon environnement Active Directory à partir d'Azure, hein, parce que c'est une commande qu'on utilise dans Azure. Et alors là, c'est juste marrant parce que on voit apparaître dans son domaine Active Directory, spécifié en ligne de commande, eh bien, un espèce de contrôleur de domaine bizarre qui apparaît dans votre U domaine contrôleur. C'est pas vous qui le nommez, hein, il porte toujours ce nom-là, donc Azure AD Kerberos. Et comme son nom l'indique, c'est une sorte de contrôleur virtuel Azure qui existe dans votre Active Directory et c'est lui qui va faire office de proxy Kerberos pour faire en sorte que l'environnement Active Directory puisse se plugger avec Azure. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un contrôleur virtuel de type read-only, c'est-à-dire que bien sûr, il n'y a aucune identité de type mot de passe qui serait stockée sur ce service virtuel. Et c'est absolument effectivement magique, hein, parce qu'on peut le voir que on va pouvoir. Oui, parce que ça apparaît. Voilà. Donc maintenant, on arrive même à hybrider les authentifications. Et donc, voilà. ça, alors pour le moment, cette fonctionnalité est en preview. Oui. Elle devait arriver septembre-octobre. Pour le moment, elle est toujours en preview. Les gens de Microsoft, le team Azure AD peaufinent ça. On peut penser que ça sera. Il y a eu un peu de ralentissement avec le Covid, faut dire. On peut penser que ça sera disponible, on va dire début d'année prochaine, sur Q1, on aura la vraie version. Voilà, et pour finir, avant que la bière de Jean-François soit totalement chaude, juste par rapport à tout ce qu'on a dit, voici un résumé tout simplement je vous laisserai lire ça à tête reposée, mais c'est ce qu'il faut comprendre sur ce slide, c'est que là, on vous met à disposition tous les conseils qu'il faut mettre en place pour une stratégie Zero Trust. Mais il y a un truc important, c'est quand même les patchs. Donc en fait, c'est pas parce que vous êtes Zero Trust que vous devez pas patcher vos machines. Si vous faites du Zero Trust et que vous patchez pas, ça ne sert à rien. Parce que vous pouvez avoir une Zero Day, une faille Zero Day en Zero Logon, et là vous allez être embêté. Donc, s'il vous plaît, patchez. Ça, c'est vraiment très important. Avoir une stratégie de patching, c'est vraiment très Messieurs, c'était top et passionnant.